Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous pour l'Agora RSSI en format digital. On va traiter aujourd'hui du sujet mythe et réalité de la couverture et des risques IT. Vaste sujet, vaste programme. Comment construire son cahier des charges et puis quid de la perméabilité des informations stratégiques. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Giovanna Santi. Giovanna, vous avez un parcours dans l'assurance finalement depuis toujours. D'abord chez Zurich, en Italie, pendant 10 ans, sur les sujets de l'assurance des entreprises. Vous avez rejoint Allianz par le biais du siège à Munich, tout à fait, sur la partie PME il y a 10 ans, et puis Allianz France il y a 7 ans, et aujourd'hui vous êtes directeur des risques cyber et climatiques. Tout à fait. On reçoit également Carlos Garcia. Carlos, bonjour. Bonjour. Vous êtes RSSI CISO d'Allianz France. Vous avez passé auparavant 18 ans chez Euler Hermès, dont les 5 dernières années en tant que RSSI, et puis 2 ans en tant que RSSI au sein de la Société Générale dans la branche assurance. Et puis depuis 2 ans et demi, vous êtes RSSI CISO de Allianz France. C'est ça. C'est bien ça. Merci d'être avec nous pour aborder ce sujet. On a vu en préparant l'interview que l'augmentation des cyberattaques et notamment du phishing est exponentielle depuis la période du coronavirus. On a vu une augmentation de 400% des attaques de phishing. On a avec nous des RSSI de très grandes entreprises, pour la plupart du CAC 40, mais seulement 75% des entreprises du CAC 40 ont souscrit à une assurance cyber. Giovanna, d'abord pour commencer, quelle est la responsabilité civile d'une entreprise suite à une cyberattaque ? Alors, pour commencer, je pense que ça vaut la peine que je vous illustre le slide qui est à l'écran. Qu'on va voir tout de suite. Qui va vous permettre de comprendre comment on identifie chez un assureur la responsabilité civile. Alors, la schématisation ici porte sur le fait que une attaque cyber peut intervenir auprès de l'assuré ou auprès du tiers. Vous savez que la responsabilité civile, par nature, couvre la responsabilité civile d'une entreprise par rapport aux dommages qu'elle va causer à un tiers. Donc, tout type de relations contractuelles interviennent entre l'assuré et le tiers. Et en fait, il se trouve que la responsabilité civile en cas de cyber a une spécificité très particulière, puisque l'attaque cyber peut intervenir soit chez l'assuré, soit chez le tiers. Donc, la responsabilité civile peut survenir parce que le client, donc notre client, l'assuré, se fait toucher, se fait attaquer, se fait hacker, et du coup, il n'est plus en mesure de porter à terme les responsabilités contractuelles qu'il a vers le tiers. Donc, il lui impose quelque part une perte d'exploitation. Ça, c'est un type de responsabilité civile. D'autre part, il y a le sujet de la confidentialité des données, de la fuite des données plus en général. Donc là aussi, l'assuré se fait hacker, il y a une fuite de données, il est bien évidemment responsable de cette fuite de données. Et enfin, il y a le cas qui est plus particulier de la responsabilité civile cyber, puisque en tant qu'activité technologique, donc en tant que prestataire de service qui porte un service vers l'assuré, dès lors qu'il y a une responsabilité professionnelle de l'assuré vers le tiers, si dans le cadre de cette responsabilité, de son activité professionnelle, l'assuré fragilise le système d'information du tiers, donc de son client à lui, et du fait le fait devenir vulnérable à une cyberattaque, alors là, c'est encore un autre cas de figure de responsabilité civile qui est plutôt dans le cadre de sa responsabilité professionnelle. Donc voilà, là c'est les 3 cas de figure généraux sous lesquels on peut retrouver la RC cyber. Très bien. Carlos, il y a une question que je vous posais avant l'interview, qu'on n'avait pas forcément préparée, mais je pense que je ne suis pas le seul à me la poser. Qui est votre assureur aujourd'hui ? Alors, ou si en tout cas, si on ne répond pas à qui est votre assureur, mais est-ce que c'est Allianz qui vous assure ou pas ? Non, ça peut pas être Allianz, tout simplement parce qu'on ne peut pas s'assurer sur la cyber ou sur d'autres éléments chez soi. Un assureur ne peut pas être son propre assureur. Donc c'est... Voilà. Très bien. Quels sont les avantages à gérer le risque soi-même ? Oui. C'est le cas dans le secteur public. On a des gens du secteur public qui sont avec nous. L'État est son propre assureur. Et quels sont les avantages de transférer ce risque chez un assureur ? D'un point de vue théorique, méthodologique, on appelle ça du transfert de risque. Ouais. Et alors ça permet de réduire l'impact financier
C'est-à-dire que on va, à travers la souscription d'une assurance cyber, pouvoir bénéficier, comme le disait Giovanna, de prendre en charge une partie des frais ou de l'impact des coûts de l'attaque par son assureur. Donc, alors par contre, ça ne couvre pas tout. Je pense qu'il faut être quand même raisonnable. Il y a d'une part, comme dans toutes les assurances, il y a une franchise, et puis c'est capé. Donc, financièrement parlant, ça permet quand même de travailler un peu plus dans la sérénité. Lorsqu'on souscrit une assurance cyber, c'est pour nous permettre de mettre en place un certain nombre de mesures de sécurité en limitant l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise. Donc voilà, idéalement, alors j'ai pas encore le recul suffisant avec mon assureur, mais logiquement, quand j'aurai terminé de mettre en place un certain nombre de mesures, je m'attends à voir ma prime redescendre parce que mon exposition au risque sera réduite. Et votre assureur, sur le plan cyber, vous le demande aujourd'hui ? Alors, mon assureur évalue mon exposition au risque à travers un assessment, à travers des questionnaires, à travers une collecte d'informations. Oui, il y a toute la partie audit qu'on va détailler après. Mais je dirais que dans le transfert, je pense qu'il ne faut pas non plus penser que c'est la panacée. Ça réduit l'impact financier, mais ça ne couvre pas tout. Derrière, il peut y avoir les impacts légaux, il y a forcément l'image qui est écornée, et ça, l'assurance cyber ne va... Alors, elle peut porter une aide à l'assuré, mais elle ne peut pas remédier au problème d'image. Giovanna ? Elle ne peut pas remédier, c'est vrai, mais il est vrai aussi que l'assureur a, par sa nature, notamment dans le cadre de la responsabilité civile, une grosse expérience de gestion de crise. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut amener aussi, mis à part l'aspect purement financier, un confort de type de process, tout simplement parce que l'assureur prend en charge un certain nombre de démarches, met à disposition des prestations de type support qui peuvent aussi permettre de prendre un certain recul. Il arrive souvent que dans le cadre de sinistres, en général, en cas de sinistre, l'assuré se retrouve, dès lors qu'il est mis en cause, il se sent immédiatement responsable, alors que l'assureur a une capacité, par sa capacité à lire entre les lignes notamment, de contrer plus facilement les argumentaires et donc de remettre tout ça dans un juste objet, dans une objectivation plus propre. Oui. Et aujourd'hui, je pose la question à Giovanna, quel est le degré de maturité des entreprises sur le plan de la cyberassurance ? Parce que c'est hallucinant quand on voit 75% du CAC 40 assuré. Les risques sont monstrueux, on le sait, on évolue dans le monde IT, les risques financiers sont énormes et c'est stratégique aujourd'hui pour une entreprise. Quel est le degré de maturité ? Est-ce qu'il y a une accélération ? Est-ce que le Covid a permis aussi d'accélérer cette prise de conscience ou pas ? Alors en réalité, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement le marché n'est pas mature, ni du point de vue des assureurs, tout simplement, parce que les assureurs sont encore en train d'essayer d'estimer, d'évaluer, d'accompagner oui, parce qu'après, ce risque. Il y a aussi le degré de maturité des contrats d'assurance dont on va parler après. Tout à fait. Ouais. Et aussi du point de vue des assurés, il est vrai que certes, pour le CAC 40, je trouve déjà qu'il y a un niveau de pénétration qui est très très élevé par rapport aux PME qui sont dans un état de liberté absolue. Qui savent peut-être même pas que c'est assurable. Qui savent peut-être même pas. Non, je pense que la sensibilité y est. Il y a toujours un sujet énorme de coût-bénéfice pour les petites entreprises qui forcément ont une sensibilité inférieure. Ça, c'est évident, parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas intéressants du point de vue de la donnée ou du type ou du process, et donc ils ne seront pas attaqués. En même temps, ils doivent mettre de côté les moyens financiers pour s'assurer, et en plus, le sujet est effectivement complexe. On se dit quand même que dans une assurance classique comme l'assurance incendie, on fait pas beaucoup de prévention parce qu'on se dit que ça n'arrivera jamais, et le cyber rentre exactement dans le même schéma. Et alors justement, si on va du côté assureur, quel est le degré de maturité des contrats d'assurance aujourd'hui ? Et est-ce que finalement vous êtes assez agile ? Parce que dans l'IT, ça change toutes les semaines.
personne ne peut prétendre être expert en IT et en cybersécurité, puisqu'il y a déjà des nouveautés quand on est en train de parler. Je pense que la cyberassurance, on n'est pas au même point quand on a commencé l'émission il y a 15 minutes et à ce moment-là. Sans doute. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes assez agile pour aller assurer les entreprises? Alors, est-ce qu'on est assez agile? On fait du mieux, enfin, on fait avec les moyens qu'on a. Forcément, on sait très bien que... Alors, pour être complètement honnête, c'est un sujet qui, depuis 3 ans, a énormément évolué. Déjà dans notre conscience d'assureur, dans notre compréhension du risque, on a complètement bousculé notre manière de regarder le risque, parce qu'on a une approche qui était à l'origine très classique, et aujourd'hui on a dû complètement la bouleverser pour faire face à un risque qui n'a rien à voir avec... déjà, c'est un risque criminel, donc ça n'a vraiment rien à voir avec un risque classique qu'on assurait comme l'incendie ou la responsabilité civile. Après, par rapport à l'agilité, il est vrai qu'on ne peut pas être expert. C'est un risque qui reste encore un risque de niche. Donc forcément, en termes de moyens qu'on peut y mettre, ça reste limité. Donc si on somme tout ça, forcément, on a mécaniquement du retard. On maintient une veille aussi vive que l'on peut, mais il est vrai que nos ajustements se font au moment où on prend conscience. On est une très petite équipe, donc on arrive à faire assez rapidement. On a pas mal fait évoluer nos contrats depuis qu'ils existent. Mais c'est vrai que la question du modèle opérationnel de l'assurance cyber en tant que telle se pose. Et ne serait-ce que de remettre à jour une police d'assurance tous les ans, finalement, est-ce que c'est pas... Est-ce qu'on n'est pas en retard déjà quand on s'en occupe une fois par an? Oui, certainement. Et d'ailleurs, pour le cyber, on s'est rendu compte qu'on le fait plus souvent que ça. Oui, c'est ça. J'allais vous poser la question, Carlos. Comment vous gérez cette partie-là? Alors nous, on reçoit en tant que client d'une assurance, on reçoit des questionnaires annuellement auxquels on doit répondre et qui ciblent, alors pour rejoindre la question précédente, je pense qu'ils ciblent plus la maturité sur les différents processus dans lesquels la sécurité peut être impliquée, plus que vraiment un risque, une exposition particulière sur, je sais pas, les ransomware par exemple, qui sont quand même les incidents de sécurité qui sont les plus fréquents en ce moment. Donc, sincèrement, je pense qu'en termes de risque, je préfère, je pense que l'assureur aussi, mais qu'on mesure ma maturité sur, par exemple, la transformation, le fait de capter les risques et de positionner les bonnes mesures de sécurité qui viennent réduire cette exposition, sur ma capacité à appliquer des correctifs, plutôt que de manière très précise, aller voir le temps que j'ai mis à appliquer ou à corriger une faille qui a été développé par les développeurs de mon entreprise. Donc, et puis je pense qu'on retrouve à peu près la même manière de gérer ces risques sur de l'auto ou sur d'autres produits d'assurance. On peut commettre une erreur d'appréciation en conduisant la voiture, et c'est pas pour autant que d'un seul coup notre prime redescend avec un zéro bonus. Donc, mais justement, Giovanna, c'est ce qu'on voit sur les autres contrats d'assurance. Quand il y a un intempérie, une tempête, on reçoit parfois un SMS, un mail en disant attention, intempérie, ne prenez pas la voiture. Est-ce qu'aujourd'hui, une assurance cyber ne doit pas plutôt être un lanceur d'alerte, plus que d'arriver après? Alors, c'est facile de dire il faut toujours être en amont. Bien sûr qu'on n'est jamais à l'abri d'une attaque. Mais est-ce que vous ne devez pas être plus en amont du risque? Là aussi, je reviens au fait que déjà, il y a la capacité à intercepter tout ce qui se passe dans le monde de l'IT, dans le monde des hackers, dans le monde du cyber, est un travail assez phénoménal. Et la capacité n'y est pas. D'autant plus qu'on voit bien, qu'on en causait l'autre jour quand on préparait cette réunion, que l'ANSSI même n'est pas forcément toujours en mesure de mettre à disposition toutes les informations qu'elle a. Alors un assureur qui n'a forcément qu'une partie de ces informations, je trouve que ce ne serait même pas légitime de notre part, on aura forcément du retard. Et en plus, il faut quand même toujours, et je reviens dessus, prendre en compte le fait que pour être lanceur d'alerte, il faut comprendre très profondément et les modèles économiques et les raisons qui portent les attaques. Et en étant un risque qui est porté par une volonté criminelle, la volonté criminelle, elle est...
c'est comme vous et moi, on peut décider en cet instant de faire quelque chose et comment voulez-vous que je sache a priori. Donc la capacité est bien trop fine, trop granulaire pour arriver à être percutant et pertinent. Ouais, je rejoins Giovanna. Je ne crois pas que ce soit le rôle de l'assureur. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'attends pas à ça de la part de mon assureur. En tout cas, c'est ce qui se passe sur les autres secteurs. Et l'ANSSI essaye aussi d'être un lanceur d'alerte. Alors voilà, je pense que c'est plus dans le rôle de l'État ou d'un certain nombre d'organisations alors voilà, peut-être au niveau européen, de diffuser. Je pense que des alertes, de coordonner la diffusion de l'information. Après, un assureur, il va être là plus en prévention pour signaler peut-être des manquements dans le dispositif, puisque lorsqu'il va mesurer la maturité, lorsqu'il va mesurer son risque, il va voir qu'il y a des endroits où effectivement il y a un trou dans la raquette, et là il va le pointer en disant sur ce risque-là, je pense que il y a quelque chose qui manque dans votre dispositif, et c'est ce qui fait que j'évalue le risque à ce niveau-là et que la prime derrière sera de temps, et que quelque part, si vous mettez en œuvre quelque chose pour adresser ce risque-là, logiquement on va rééquilibrer. Mais alors justement, Giovanna, comment vous évaluez le risque avant d'assurer ? En réalité, après s'être pas mal cassé la tête, on est arrivé à un niveau de simplicité assez impressionnant par rapport à l'évaluation du risque, c'est-à-dire qu'on fait une évaluation en amont qui est sur l'activité. Ouais. Donc on s'est dit que forcément il y a des activités qui, par leur nature, sont plus à risque, tout simplement parce qu'elles ont des données qui sont inhéremment plus intéressantes, d'autres parce qu'il y a une responsabilité professionnelle qui pourrait être plus marquée. Et je reviens là encore sur tout ce qui est l'activité technologique, de gardiennage, de sécurité, tout ce qui est entré dans les systèmes d'information. Et puis, à partir de là, c'est vrai qu'on propose un questionnaire qui n'est pas très intrusif, finalement, parce qu'on demande finalement qu'à ce que l'entreprise qu'on souhaite assurer ait une bonne hygiène numérique. Parce que finalement, ça c'est un risque aussi. C'est-à-dire que quand on veut se faire assurer, il faut ouvrir le capot de l'entreprise. Ouais. Et il faut savoir à qui on ouvre le capot. Parce qu'aujourd'hui, vous faites appel à des auditeurs agréés, vous le faites vous-même ? Alors aujourd'hui, on ne fait pas appel à des auditeurs. On a expérimenté avec des auditeurs. C'est vrai que aujourd'hui, les auditeurs sont beaucoup par rapport à notre masse de primes et par rapport à notre modèle économique, ils sont beaucoup trop chers. Pour faire quelque chose de vraiment propre et bien fait, ça va tellement au-delà de nos capacités que on doit forcément laisser tomber. Et donc, en fait, on arrive à une estimation qui est une estimation, somme toute, assez simpliste, si on veut. C'est une question qui se pose et qui revient périodiquement. Là, on met en place on a un certain nombre de partenariats en cours et on met en place un POC avec une petite start-up pour voir comment on peut rationaliser et surtout rendre ça scalable. Ça pose aussi des enjeux de souveraineté. Finalement, est-ce que la nationalité et c'est pas une critique envers vous, puisqu'on est devant des RSSI français et vous êtes européen, donc tout va bien. Mais finalement, est-ce que c'est pas risqué ? Est-ce qu'un RSSI n'a pas raison d'avoir peur quand il va ouvrir le capot de son entreprise à une entreprise américaine, chinoise ? C'est important aussi la nationalité de l'assureur. Alors je pense pas. Enfin je pense pas que le problème se pose comme ça, d'une part parce que les informations qu'une entreprise communique pour que l'assureur puisse évaluer le niveau de sensibilité, de maturité, sont des informations qui sont sensibles, c'est vrai. On ouvre le capot, on explique un petit peu quelle est notre stratégie en termes de sécurité, où on se positionne en termes de détection et de réaction, par exemple, mais on ne va pas jusqu'à diffuser des informations, on ne va pas jusqu'à la configuration d'un firewall ou des règles très précises en termes de gestion d'accès. Contrairement, d'ailleurs, par exemple, à un commissaire aux comptes. Un commissaire aux comptes a accès à des informations bien plus sensibles qu'un cyberassureur. Donc, sur ce sujet-là, je pense que l'attrait que peut avoir un cybercriminel
chez un assureur, il sera, enfin en tout cas chez un assureur généraliste, il sera probablement plus sur les données personnelles, sur les transactions financières. Chez un cyberassureur, enfin voilà, ça lui permettra peut-être d'identifier les cyberassurés les plus fragiles, mais ça ne lui donnera pas une position prédominante pour lancer une attaque. D'accord. Et Giovanna, que vient couvrir concrètement une assurance cyber ? Parce que finalement, ça paraît très large tout ça. Oui, ça peut être très large. On a vu des exemples où après les assurances se retirent, on va en parler après, mais c'est des choses qui arrivent. Et la période Covid nous le montre aussi, puisque certains contrats d'assurance sont en train d'être réécrits. Je ne vais pas vous demander ce que vous faites chez Allianz sur ces contrats-là, mais en tout cas, qu'est-ce que couvre une assurance cyber aujourd'hui ? Alors l'assurance cyber aujourd'hui, elle est essentiellement sur 2 volets, sur un volet responsabilité civile et un volet perte d'exploitation. Donc essentiellement, elle va couvrir la responsabilité civile, telle que je l'ai illustré tout à l'heure, avec tout ce qui tourne autour des frais qui sont encourus et forcément par le tiers et par l'assuré lui-même, parce que forcément, s'il a subi une attaque, il va devoir remettre en sécurité ses systèmes d'information. Donc ça, c'est le premier volet, et donc tous les dommages qu'il aura causés à ses clients. Et d'autre part, il va couvrir la perte d'exploitation, qui dérive tout simplement de l'incapacité à opérer du fait d'un ransomware ou d'un déni de service, ou quel qu'il soit. Mais après, il y a la cause de cette cyberattaque. Si on prend l'exemple de WannaCry, il y a quelques années, certains assureurs se sont retranchés derrière le fait de dire nous, c'est un fait de guerre, donc c'est pas prévu dans le contrat. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, vous faites la différence entre un ransomware étatique et un ransomware d'ordre d'une organisation privée ? Non. Non, tout simplement non. Là aussi, ça a été un sujet largement débattu. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans tous les contrats d'assurance, il y a une exclusion de guerre, mais comme la guerre, ce n'est pas proprement une guerre, celle que l'on mène via les agences. Non, mais là, c'est un fait étatique, donc. Oui, mais encore faut-il le relier proprement et correctement et sans ombre de doute. Et donc, il y a toujours une grande marge, parce que quand même, il faut se dire que ça. Avant de le prouver, ce n'est pas quelque chose qui se fait très facilement. Et puis, de toute façon, on considère que comme l'assuré souhaite être couvert, et on doit, de toute façon, de par notre devoir de conseil, couvrir à la hauteur du besoin de l'assuré, on ne fait pas de différence. Là où commence à se poser le problème, c'est autour du cyberterrorisme. Mais là aussi, il y a un sujet de définition, parce que les assureurs, quand même, sont contraints d'opérer par définition. Aujourd'hui, le cyberterrorisme est de très difficile définition. Et donc aujourd'hui, c'est encore ouvert, mais il n'y a vraiment en ce moment aucun doute sur le fait qu'un WannaCry est couvert sans problème. D'ailleurs, le fameux sujet Mondelez versus Zurich, ce n'était pas une couverture cyber qui faisait l'objet de la controverse, mais c'était un contrat de dommage. Où là, c'est beaucoup plus. C'est encore différent, encore plus complexe. Très rapidement, puisqu'il nous reste 1 minute, est-ce que vous mettez en place des métriques pour mesurer le risque ? Alors, en tant qu'RSSI, bien sûr, tout RSSI qui se respecte a publié des. Enfin, voilà. Personnellement, je suis la mise en œuvre de mon programme de sécurité à travers des métriques. Enfin, voilà. Comme le temps pour appliquer un correctif, pour résoudre un incident, enfin voilà. Et ça permet... Mais dans la mesure du risque, on parle bien de la mesure du risque. Alors justement, ça vient le temps pour corriger une faille, c'est-à-dire une vulnérabilité qui a été développée par les équipes de développement d'Alliance France, c'est suivi dans le comité sécurité stratégique, et ça vient alimenter le calcul du risque par notre assureur, forcément. D'accord. Dernière question de Giovanna, est-ce qu'aujourd'hui la période qu'on connaît du Covid est un accélérateur du marché de la cyberassurance ? Paradoxalement, pas vraiment. Non. Non, on n'observe rien de particulier. On aurait pensé que oui, en réalité, on n'a pas eu d'accélération. Peut-être parce que... Peut-être que non. Non. En réalité, on n'observe pas d'accélération, pas du tout.
Giovanna Santi, merci. Je rappelle que vous êtes directeur des risques cyber et climatiques chez Allianz. Et Carlos Garcia, vous êtes RSSI CISO d'Allianz France. Merci d'avoir répondu à nos questions.